Là les fondus, je vais vous présenter une machine de dingo. Salut les fondus. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et pour ça j'ai besoin d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Comment ça va? Super bien, merci. Bon, du coup Alain, on s'est rencontrés sur un salon à Colmar au CPM. J'ai trouvé ces machines exceptionnelles et il va nous les présenter. C'est parti. Alors je m'appelle Alain Jec, je suis le directeur commercial de Quantumerics, société française basée dans l'Essonne, et notre métier c'est de vendre des appareils portables pour analyser les alliages. Tu peux me dire déjà la différence qu'il y a entre les deux? Parce qu'effectivement il y en a qui est plus petit que l'autre, il doit y avoir une explication. Alors effectivement, on a deux appareils, on ne va pas rentrer dans le détail. Avec ce type d'appareil, on fait tous les éléments classiques que l'on rencontre dans les alliages, le chrome, le fer, le nickel, etc. Tous les matériaux exotiques, titane et compagnie. Les titanes, les bases aluminium, toutes les séries de l'aluminium, les inconels, les bases nickel, les bases fer, Tout ce que etc., j'utilise en bases formation. colottes, etc. Ce que va faire la LIBS va faire exactement la même chose que ça, sauf qu'en plus, on va faire des éléments légers tels que le carbone, qui peut être très intéressant pour les opérateurs pour différencier un 304 d'un 304L. Ah oui, d'accord. Ou effectivement d'avoir une notion sur le carbone et d'avoir avec des calculs de carbone équivalent la soudabilité de la pièce. En clair, si je résume, ça fait toutes les matières et à partir du moment que tu as une base carbone, pour différencier les différentes nuances que tu peux avoir, tu utiliseras cet appareil-là. Exactement. Si on veut une information sur le carbone qui est une information critique pour l'opérateur, il ne pourra utiliser que cette technique-là. Cet appareil-là, il est destiné certainement à tout ce qui va être recyclage, Exact. tout ce qui vont recevoir des matières aussi, ceux qui vont recevoir diverses matières par rapport à leur production, Exact. à l'inspection aussi. Et c'est destiné à qui d'autre en fait? Alors, tu as très bien regroupé l'ensemble de notre clientèle. Comme tu disais, on a une partie de recycleurs qui vont récupérer les métaux et vont pouvoir analyser et trier les matières, un 304, 316, un CO 625, très rapidement à l'aide des appareils. On a aussi les industriels qui vont pouvoir conforter leur certificat matière. Ils reçoivent de la matière première avec un certificat matière, mais des fois il peut y avoir des erreurs. Et Ça souvent, arrive, il y a ça plus qu'on ne le croit. D'accord. Et puis aussi en interne, l'opérateur peut très bien stocker du 304 à la place du 316 à l'inversement. Et quand on lance la fab sur un 316, manque de peau, c'est du 304 qui est stocké. Donc on fait des analyses en réception de matières premières, soit aussi en interopération, avant de lancer la fab, pour être sûr qu'on a le bon alliage. Et ensuite, comme tu disais, on a aussi une grosse clientèle d'inspection, de bureaux de contrôle, qui vont faire des analyses sur des centrales nucléaires, tout ce qui est oil and gas, sur les raffineries, etc., sur l'agro, sur la pharma, qui sont équipés de ce type de technologie, effectivement. Je m'aperçois Alain qu'ici, il y a une petite bonbonne de gaz, c'est de l'argon pur ça? C'est de l'argon pur, exactement. Que tu n'as pas sur cet appareil-là? Exactement. C'est la technique analytique qui nous impose d'inerter le tir laser par de l'argon pour pouvoir analyser très précisément le carbone. Ça dure longtemps une recharge comme ça? Une recharge comme ça, si on veut analyser les pièces carbone, on fait à peu près par cartouche 125 pièces. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, oui. Parce que moi j'ai connu un peu dans mon passé des machines qui étaient assez importantes, dans lesquelles ils faisaient toute leur analyse. Je voyais ça sur chariot, je voyais ça un peu dur à transporter. Effectivement. Mais aujourd'hui en fait, on a fait un bond en avant et on peut clairement emmener ça partout, quoi. Auparavant, c'était une technologie, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, de la spectrométrie étincelle, et qui permettait de faire ce qu'on fait avec la LIBS, donc de pouvoir aussi analyser le carbone. C'était la seule technique analytique par le passé. Ça existe toujours? Ça existe toujours, on a toujours ça au catalogue, parce qu'il y a des gens qui veulent conserver leur process analytique. Et donc on a toujours ça au catalogue, si ce n'est que maintenant, toutes les personnes qui veulent de la mobilité, parce que là, sur ces appareils, on est en transportabilité, là on est en totale mobilité, l'appareil fait 2 kg, et donc là, on peut monter à l'échelle, pas besoin d'élévateur, de choses comme ça. Donc il n'y a pas photo par rapport à la technique. C'est des éléments que j'ai achetés déjà avant de les assembler. Je voudrais être sûr que je me suis pas fait avoir sur la matière. Ok. Donc pour ça, tu vas pouvoir les vérifier. Ok. Je te propose de commencer par celle-ci. Ok, pas de problème. Voilà. On va commencer par la XRF. Donc je me positionne au contact, j'appuie sur la gâchette. Est-ce que c'est dangereux? Alors les appareils utilisent des rayons X, donc il y a une réglementation particulière par rapport à ce type d'appareil-là. Ouais. Il faut une autorisation un enregistrement auprès de l'ASN, qui est l'autorité de sécurité nucléaire, normal. et d'avoir dans la structure une personne dite un conseiller en radioprotection. D'accord. Qu'il est à l'issue d'un stage de 3 jours et demi. Ces appareils, ce ne sont pas des centrales nucléaires, on n'a pas besoin de port de bac dosimétrique, de port de poitrine. Les débits d'eau sont extrêmement faibles. Il n'y a pas de risque ionisant à l'utilisation de l'appareil. Pour faire clair, tu n'as pas besoin d'avoir d'équipement spécifique pour les utiliser. D'accord. Il y a une vérification des appareils là? On peut nous mandater une fois par an pour faire ce qu'on appelle un constat de vérification. On nous renvoie les appareils chez nous et on va tester l'appareil sur différents échantillons certifiés et voir comment se comporte l'appareil. Et en fonction de ça, décalage. Exactement. Okay. Alors pour moi, c'est un inox 304. Ouais, c'est ça. Donc on voit fer, chrome.
Avec toute l'ordre chronologique des matériaux. Exactement, Okay. chrome, nickel, molybdène, 0,3, etc. D'accord, donc c'est bien 304. On est bien à 304. On va utiliser la LIBS pour savoir si c'est un 304 ou un 304L. Parce que là, rappelons-nous, on ne fait pas le carbone. D'accord. Toujours sans EPI, celui-là, il n'y a pas de Pareil, alors là, on est sur un laser. L'appareil, au niveau laser, il est en classe 1, donc pas besoin de porter des lunettes, ni d'avoir un référent laser au niveau de la structure. D'accord. Et là, on va faire 3 mesures consécutives, statistiques. Ah, c'est 3 mesures, c'est Ouais, pour ça qu'on entend 3 fois la séquence. Exactement. Et là, on voit ici que c'est aussi un 304, mais comme on est en dessous de 300 ppm, on a 240 ppm de carbone, donc on a bien un 304L. D'accord, ok. Pour moi, à mon sens, c'était un 304L. Exactement. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la teneur en carbone qu'on trouve dans un inox. Et du coup, on peut le mesurer avec celui-ci qu'on ne peut pas faire avec celui-là. Exactement. On ne pourra jamais différencier un 304 d'un 304L ou un 316, 316L avec ce type de techno. Alors on est d'accord que ça sera plus destiné aux gens qui n'ont pas le besoin d'identifier le carbone. Exactement. Si dans la stratégie analytique, le carbone n'est pas important, on peut utiliser ça. Exactement. D'accord, bah là c'est ce qu'on va essayer. Moi je sais ce que c'est ça. Ok. Visuellement, certains reconnaîtront, mais tu peux me donner la composition de ce... C'est déjà très léger. Oui, c'est léger. Un indice. C'est déjà un bon indice. Donc là, la XRF, on fait la mesure. Et donc là, on est sur une base titane. C'est même un titane de grade 1, donc un titane pur. Ouais, c'est ça, tout à fait. Là, on va prendre la LIBS. Donc dans le mode alliage, quand on ne fait pas le carbone, ça va beaucoup plus vite. On ne fait qu'une mesure. 100% de titane. Ouais. Okay. Donc c'est une base, c'est pas une base titane, c'est un titane pur de grade 1. Donc on a fait ça. Tiens, ça c'est un peu plus lourd. Ok. Mais ça c'est un peu particulier. D'accord. Pardon. J'appuie sur la gâchette. Voilà, pour moi c'est un Inconel 718. Ouais, c'est ça. C'est bien ça? Inconel 718. Ouais, tu le reconnais bien, tout est dans le verre. Ouais, c'est magique ton truc là. Tiens, pendant que je suis en train de tester, je vais te poser la question. Lorsque on fait une analyse comme ça, chimique, de la matière. Inconel 718. Oui. Pour vérifier les dires. Donc déjà, on peut extraire ça de la base, c'est-à-dire effectivement, que toutes les mesures sont enregistrées. On peut faire une exportation Excel, soit filaire, Bluetooth ou Wi-Fi. Ouais. On va avoir un fichier Excel brut de fonderie avec date, heure. On peut aussi, à l'aide de l'appareil, marquer qu'on est sur le lot 404 ou marquer un numéro de pièce. On peut identifier la mesure. Ouais, tu peux tout sur différents champs. Et après, tu extrais tout. Tu as les concentrations et l'incertitude sur chacun des éléments. Et qui peut valider? Il faut être habilité pour ça, justement, parce que moi, demain, j'ai ça comme appareil à l'atelier. La matière, je vais l'analyser, je vais te dire que on va dire que c'est un Inconel 718, oui. Mais qui valide ce que j'ai fait? Est-ce qu'il faut être inspecteur pour ça? Non. Là, l'appareil, en termes analytiques, tous les appareils, quand on les met en route, on fait ce qu'on appelle des calibrages. On va calibrer l'appareil. Ouais. Ça se fait automatiquement sur chacune des deux appareils. Et ensuite, nous, ce que l'on conseille à nos clients, c'est d'avoir des échantillons certifiés pour lesquels les concentrations sont connues, qu'on ne peut pas remettre en cause. Pour pouvoir comparer. Et avant de commencer l'inspection ou commencer la journée, on fait la mesure sur l'échantillon certifié. Et si la mesure correspond exactement à la concentration, l'appareil n'est pas fonctionné. On sait que l'appareil est aux petits oignons pour bien bosser. D'accord, ok, nickel. Et on fait ça aussi, les inspecteurs aussi font ça à la fin. Pour être sûr que pendant toute la durée d'analyse... Avant et après. Avant et après. Pour être sûr que pendant toute la durée du travail, l'appareil a bien fonctionné. D'accord. On continue notre analyse. Donc là, on se positionne, on appuie sur la gâchette. Ça, c'est pas très compliqué à souder, normalement. Donc là, terminé. Bon, c'est quasiment 100% de fer. Il y a 0,3 de 0,4 de manganèse. Ce que j'appelle un acier à ferrer les ânes. Exactement. Vous avez retenu la leçon. On va voir en plus le carbone sur ce type d'élément. Et donc là, on a 0,07% de carbone et les 0,4 de manganèse. Ouais. Et composition du fer, 99,36%. 36. Alors que tout à l'heure, on avait 99,55. Donc on est dans l'épaisseur du trait. A noter que la LIBS fait une petite trace sur la pièce. Ouais, mais je peux mettre la main dessus? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Sauf que la fluorescence X ne dégrade pas la mais bon, après, effectivement, dans certaines situations, ils ne veulent pas de marque. Mais globalement, c'est pas creux, quoi. Enfin, non, c'est vraiment une ablation vraiment de surface. De toute façon, si on veut analyser le carbone, tu es obligé de passer par là. On n'est pas obligé de passer par de la spectrométrie d'émission optique, soit de l'étincelle, méthode classique au gros chariot, soit du laser. De toute façon, en amont, toi, tu es obligé de faire un état de surface. Toujours. Ce qui sera, à mon avis, plus important que la marque sera faite par le Exactement. C'est plus la préparation de l'échantillon qui impacte l'intégrité de la pièce que la mesure par elle-même. Ça, je te dis déjà ce que c'est du 304L aussi. Effectivement, c'est un 304, 18 de chrome, 8 de nickel,
0,16 de molybdène. Voilà. On n'a pas le carbone, donc on ne sait pas si c'est un 304L à l'instant T. Et on a bien un 304L. Du coup, Alain, là, je te propose de faire une analyse sur de la pièce aluminium, parce qu'on a beaucoup de problèmes sur les alus. D'accord. En fonction de ce qu'on reçoit, on n'a pas toujours les mêmes éléments qui composent la pièce. Et pour moi, l'analyse me donnera probablement autre chose que ce que j'ai eu sur papier. Donc sur les aluminiums, les temps de mesure sont un peu plus longs, parce qu'on va analyser les éléments légers. Hop. Donc lui, il le reconnaît comme un aluminium de fonderie, Ouais, c'est ça. un A356, qui est une norme américaine très connue. Donc base alu, base silicium, voilà, 7% après de magnésium silicium. et ainsi de suite. Exactement. Okay. On est plus rapide sur les alus avec la Libs. Hop, on a un 356 avec 7% de silicium. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. On a une base forte en silicium. Exactement, et un poil peu de moins magnésium. en poil, ouais, c'est ça. C'est ce qui rend nos pièces un peu dures à souder. Ok, merci Alain. Ta machine s'est pas plantée. Donc là, jusque-là, 100% satisfait. Je te remercie évidemment de nous avoir présenté ces modèles. C'est quand même une exclusivité pour nous, parce que en dehors du salon du CPM, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de les tester dans notre établissement. Pour ceux qui veulent avoir des renseignements, on mettra tout en description. En attendant, Alain, merci beaucoup d'être venu. Merci Christophe pour ton invitation. Et puis je te dis peut-être à une prochaine fois. À très bientôt en tous les cas. À bientôt sur Soudeur 2.0. Ciao.